Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes fidèles de l'invité, je reçois pour vous ce dimanche Nathaniel Renouillon Kitty. Il est vice-président du parti politique Les Démocrates, enseignant-chercheur en sciences politiques et en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité politique au Bénin. Nous parlerons de la signature par les députés du parti politique Les Démocrates d'un engagement de fidélité. Nous parlerons également de la conférence nationale des forces vives de la nation qui célèbre cette semaine 33 ans. Nous parlerons de la constitution des commissions parlementaires, l'incident qui a eu lieu, la posture politique des représentants du peuple du parti politique Les Démocrates sera analysée au cours de cette émission. Nous parlerons également des missions que le parti politique a assignées à ses députés. Nous parlerons de la nomination du directeur général de l'ANIP qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours, depuis notamment le mercredi dernier à l'issue du Conseil des ministres. Nous parlerons également du président Patrice Talon, des propos qu'il a eu à tenir lors de l'installation de la délégation à l'éthique et au contrôle au niveau de l'enseignement supérieur. Bonjour à vous, Nathanaël Kitty. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés ce dimanche matin. Bonjour aux amis téléspectateurs. Merci d'être là. Nous allons entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, notamment le décryptage de l'actualité politique. Nous parlerons dans un premier temps de ce tact que vous avez fait faire à vos élus du peuple, à vos députés. Ils ont signé un engagement de fidélité. Pourquoi ? Bon, merci beaucoup de m'avoir invité pour échanger ce matin sur les sujets brûlants de l'actualité, oui, qui ont marqué la semaine qui s'achève. Tout à fait. Je pense que dans la Constitution, le mandat impératif est interdit pour les députés. Mais vis-à-vis du parti politique, les élus en général, qu'ils soient députés à l'Assemblée nationale, oui, ou dans les communes, oui, ont une obligation de fidélité, oui, vis-à-vis du parti politique tout à fait, qui les a positionnés sur la liste de candidature, c'est ça ? la liste de candidature, et dont le programme présenté a permis leur élection. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1991, au Parlement, il y a eu plusieurs événements d'infidélité politique. Et ça dit que ce qu'on vous craignez qualifie de transhumance politique. Oui. Le député qui est élu sur la liste d'un parti se retrouve du jour au lendemain appartenir à un autre parti ou refuse de suivre les consignes de son parti au Parlement. Le mandat qui commence présente beaucoup d'enjeux.
pour le Bénin. Et donc, face à ces enjeux, il était important d'espérer une discipline vis-à-vis des élus. L'inquiétude de la population, l'inquiétude du peuple, c'est surtout à l'endroit des élus de l'opposition, étant donné que nous sommes minoritaires, mais cette minorité peut empêcher beaucoup de choses de se passer à l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, le parti, les instances dirigeantes du parti se sont réunies, ont réfléchi sur la question. Et ensemble avec les élus, ils ont décidé de prendre cet engagement de fidélité. Et c'est ce qui a été fait la dernière fois. C'est ce qui a été fait la dernière fois. Donc, le parti, en réalité, nourrit des craintes par rapport à la fidélité de ces élus-là. Ce n'est pas le parti qui nourrit de craintes, c'est le peuple qui a peur que certains des élus ne soient pas fidèles au parti. Ou bien le peuple à travers le parti. Et cette crainte se justifie eu égard à ce qui s'est passé de 2016 à 2019 au Parlement. On a vu les élus FCBE changer de camp pour devenir membres de la majorité présidentielle. Donc face à cette situation, il est normal que le peuple ait cette crainte et que face à cette crainte, quelque chose soit fait, et quitte à ceux qui l'ont fait après, de ne pas respecter l'engagement pris devant les instances dirigeantes du parti. Mais est-ce que vous pensez que cet engagement de fidélité que vous avez fait signer à ces députés-là, ils sont tenus de respecter cela? Est-ce que le non-respect à cet engagement-là conduit à des sanctions, par exemple? La sanction sera d'abord morale. Pour celui qui ne le respecterait pas, elle sera morale. Du moment où personne ne l'a obligé à prendre l'engagement, il a pris volontairement. Donc la sanction est d'abord morale. La sanction serait encore politique pour lui. Du moment où s'il ne respecte pas l'engagement, le parti peut se réunir et prendre des sanctions disciplinaires contre l'élu qui ne respecterait pas l'engagement pris. Alors, aujourd'hui, certaines personnes estiment que les députés de votre parti politique sont dans une posture de vouloir bloquer, ils vont bloquer, voilà, pour transcrire les intentions, toutes les initiatives du gouvernement. Moi, je pense que... Est-ce qu'ils sont là-bas pour bloquer toutes les initiatives? Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans l'opposition. Nous ne sommes pas des ennemis du président Patrice Talon, encore moins du peuple béninois. Mais nous sommes de l'opposition et nous aspirons à une alternance en 2026. Et donc face à une situation pareille, nous sommes là pour faire passer nos idées et non dans l'optique d'un blocage du gouvernement, encore que ce gouvernement a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais nous constituons une minorité qui va l'empêcher sur un certain nombre de préoccupations d'envergure, à savoir lesquelles, par exemple? La question de révision de la Constitution. Cette minorité va l'empêcher de réviser la Constitution. Mais est-ce qu'au sein du Parti politique Les Démocrates, il n'y a pas des initiatives qui pourraient conduire à une révision constitutionnelle? Je pense que le problème du Bénin, ce n'est pas la Constitution du 11 décembre 1990. Le problème du Bénin, c'est la gouvernance. La gouvernance politique, la gouvernance économique, ainsi de suite. Et pour apporter des solutions à ces problèmes,
on n'a pas besoin de réviser la Constitution du 11 décembre 1990. Certains estiment que... La belle preuve. Oui, allez-y. Oui. Cette révision qui a été faite en 2019, oui, 2019, oui, n'a pas respecté la procédure. Et donc la Cour africaine des droits de l'homme a déclaré la révision contraire à la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, normalement, le Parlement devrait prendre acte, étant donné que le Bénin est parti au traité ayant créé la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, il y a d'abord une question de mauvaise gouvernance politique à ce niveau-là. Le refus de respecter une décision rendue par une juridiction d'envergure continentale dont le Bénin est parti. Maintenant, il y a les doctrinaires qui vont épouser telle position ou telle autre position, mais cela n'empêche pas de constater que les traités doivent être appliqués de bonne foi. Alors, lorsqu'on reste dans votre logique, certains estiment, ceux qui sont dans cette logique-là, ils estiment que les députés du Parti politique, les démocrates, doivent appeler à une autre révision constitutionnelle pour peut-être revenir à ces anciens textes, pour ceux qui y tiennent. Non, on n'a pas besoin de réviser la Constitution, non. Parce que la Constitution a été déjà révisée. La Constitution a été déjà révisée et la Cour africaine des droits de l'homme a déclaré cette révision contraire à la Charte africaine des droits de l'homme. Et la Charte africaine des droits de l'homme fait partie intégrante de la Constitution du 11 décembre 1990. Et donc, par voie de conséquence, la décision rendue par la Charte et la Cour africaine des droits de l'homme doit être respectée par le Parlement. Parce qu'à l'interne, vous avez l'article 124 de la Constitution qui dispose que les décisions rendues par la Cour s'imposent aux institutions. La Cour constitutionnelle, quand elle rend une décision, cette décision s'impose aux institutions. De la même manière, quand la Cour africaine rend une décision qui constate que la révision est contraire à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il revient à l'Assemblée nationale de constater cette décision qui est rendue et de s'y conformer. S'y conformer, c'est de dire que la Constitution du 11 décembre 1990, dans sa révision de 2019, est contraire à la charte et par conséquent, cette loi de révision de 2019 ne doit plus être appliquée dans notre pays. Alors aujourd'hui, certains estiment que des populations, vos militants ont cru en vous parce qu'ils veulent vous voir au Parlement pour amener la mouvance présidentielle à parfaire ces lois qui ont été votées au cours de la 8e législature, notamment la révision constitutionnelle qui, quand même, peut-être suscite encore des remous. Il y a des tests à revoir. Est-ce que vous ne serez pas, à l'avenir, initiateur de projet de révision constitutionnelle pour parfaire cette loi-là? Non. Je vous ai déjà dit qu'on n'a pas besoin de faire une proposition de loi de révision de la Constitution. On a juste besoin de demander au Parlement de constater que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision et de se conformer à cette décision. C'est tout. On n'a pas besoin de réviser la Constitution. On n'a pas besoin. Nous n'avons pas au niveau du parti Les Démocrates une proposition de révision de la Constitution. Non. Alors, très rapidement, Nathaniel Kitty, que s'est-il passé lors de la constitution des commissions parlementaires pour que vos députés décident de quitter, de boycotter? Alors, tout est parti de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Et lorsque vous prenez le règlement intérieur du bureau de l'Assemblée nationale, oui, vous avez l'article 15 et suivant
qui organise les conditions dans lesquelles les membres du bureau sont élus. Je pense que au niveau de l'article 15.2b, Oui. il est question de respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale à partir de l'élection du premier vice-président jusqu'à celle du deuxième secrétaire parlementaire. Et cet article dit autant que possible. Alors, il y a eu plusieurs contentieux Lesquels? Faites-nous sur savoir. cet article. De telle manière qu'aujourd'hui, en lisant le règlement intérieur, il faut le lire en ajoutant les décisions qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle et qui permettent de clarifier certains concepts qui figurent dans le règlement intérieur. La première de ces décisions, je pense que c'était en 2009. Oui. 2009, je l'ai ici. C'était en 2009, la DCC 09002 du 8 janvier 2009. Oui. Le contentieux portait sur la désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la Haute Cour de justice. Oui. Et la Cour constitutionnelle avait rendu une décision et elle disait ceci, que le choix des députés appelés à représenter l'Assemblée nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d'autres institutions de l'État doit se faire selon le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité-minorité. Dans la même année, elle a rendu 2 autres décisions qui sont importantes pour la garantie des droits de la minorité. C'est la décision DCC 09057 du 21 avril 2009 et la deuxième c'est DCC 09016 du 19 février 2009. Dans cette dernière décision, je vais vous lire. Oui, allez-y, allez-y. La partie la plus Importante, oui. La Cour disait ceci. La démocratie pluraliste ne saurait être de manière absolue et exclusive la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Qu'en effet, si la règle démocratique exige que la majorité décide et que la minorité s'incline dans l'exercice de ce pouvoir de décision, la majorité doit cependant s'imposer à elle-même, le cas échéant, une limite qu'elle ne saurait transgresser sous peine de devenir tyrannique, à savoir le respect des droits de la minorité. Donc la Cour demande qu'à l'Assemblée nationale, la majorité respecte les droits de la minorité. Et elle ajoute que la garantie des droits de la minorité doit se traduire au Parlement par le respect de sa configuration politique, impliquant la règle de la répartition proportionnelle dans la désignation des députés appelés à représenter l'Assemblée nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion et à siéger au sein d'autres institutions de l'État. Ce qui veut dire que pour élire plutôt les membres du bureau, il faut respecter ce principe de représentation proportionnelle majorité-minorité. Et pour élire les membres des bureaux des commissions permanentes, commissions techniques, il faut respecter ce principe. Alors, la minorité, c'est un bloc. La majorité aussi, c'est un bloc. Dans le bloc minorité, vous pouvez avoir plusieurs partis. De la même manière, dans le bloc majorité, On peut avoir aussi vous plusieurs pouvez partis. avoir plusieurs partis. Mais un parti ne peut appartenir au même moment aux 2 blocs. C'est-à-dire être à la fois Majorité et minorité. majorité et minorité, c'est pas possible. Mais Donc, qu'est-ce qui s'est le passé? parti Les Démocrates Oui. De la a minorité. fait sa déclaration de
de formation du groupe parlementaire en disant de manière claire qu'il est de la minorité parlementaire. Et après, les deux autres partis De l'opposition, oui. ont fait aussi leur déclaration en disant qu'ils sont de la majorité parlementaire. Et donc, si on doit élire plutôt les membres des bureaux, on doit respecter ce principe qui consiste alors à faire une règle de 3. Vous comprenez? Et à attribuer à chaque bloc le nombre de représentants. Il y a ce qu'on appelle les usages. Et dans les usages et les pratiques, il y a la répétition. Et lorsqu'on regarde les pratiques, les usages parlementaires, on se rend compte que sur ce point, il y a toujours des négociations entre les blocs en vue de faire des concessions. Voyez-vous, c'est à cette étape que le bloc majoritaire commet l'erreur de ne pas céder Est-ce qu'ils n'ont pas cédé ou les postes qu'ils vous ont proposés ne étaient pas de bon ton? Parce qu'on avait dit regardez, qu'il y a des postes il y a 5 commissions. Oui, mais qu'il y a des postes qui vous ont été proposés, mais que vous n'avez pas voulu de ces postes-là. Tous les postes de président ont été occupés par le bloc majoritaire. Alors qu'il y a des usages et des pratiques en la matière. Oui. Qui veut que au moins un des postes de président de commission soit occupé par le bloc minoritaire. Et le principe dont je viens de vous parler, le principe de la représentation proportionnelle majorité-minorité, conduirait à ce résultat. Mais pourquoi on n'a pas accepté ce qu'on vous a proposé? Au-delà de ça, regardez bien, BR, si vous prenez le bureau de l'Assemblée, vous avez BR qui occupe combien de postes dans le bureau? L'UP occupe combien de postes? Or, BR a le même nombre de députés que le parti Les Démocrates. On offre au BR plus de postes que le parti Les Démocrates, qui non seulement a le même nombre de députés que le BR, mais encore est de la minorité parlementaire. C'est-à-dire que le parti Les Démocrates peut revendiquer plus de droits que le BR. Parce que non seulement ils ont le même nombre de députés, mais également le parti Les Démocrates est de la minorité alors que le BR est de la majorité. Donc ce sont les postes qui doivent revenir à la majorité. C'est dans ces postes qu'il faut attribuer certains au BR. Mais ceux qui doivent revenir à la minorité reviendraient au parti Les Démocrates. C'est là où le problème se trouve. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez décidé de boycotter ainsi les travaux, quelles sont vos espérances? Non. La Cour constitutionnelle? Vous avez... Il y a une institution qui régule le fonctionnement des institutions. C'est la Cour constitutionnelle. Et donc, le parti a décidé de saisir la Cour. Cette juridiction qui régule le fonctionnement des institutions a été saisie Et on attend sa décision par le parti. Et puis, elle va rendre une décision. Conformément à l'article 124, cette décision va s'imposer à tout le monde. Et si vous faites débouter, est-ce que vous ne voyez pas que le fait d'avoir boycotté aurait été peut-être une mauvaise chose? Je parle d'une éventualité. C'est vrai qu'il y a la possibilité de revirement de la jurisprudence. Ça existe. Mais c'est aussi vrai que sur cette question, elle aurait violé des options fondamentales qui ont été faites à la conférence nationale et qui figurent dans le préambule de la Constitution et qui ont été rappelées par la juridiction dans sa décision de 2009. Alors aujourd'hui, vos députés sont au Parlement. Quelles sont les missions
que le parti leur a signé après la signature de cet engagement de fidélité? Ils ont quelle mission au Parlement? Il y a beaucoup. Il y a une obligation de résultat d'abord. Oui. L'obligation de résultat, c'est de respecter les engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale. Nous avions fait des promesses au peuple. C'est d'abord de respecter ces promesses-là et de les réaliser. Maintenant, dans la réalisation, il peut y avoir des obstacles. Et au fur et à mesure que ces obstacles seront rencontrés, nous allons les expliquer au peuple. Vous avez plusieurs préoccupations aujourd'hui. Oui. Il faut prendre une loi d'amnistie en faveur de nos camarades qui ont été arrêtés et qui sont toujours détenus. Là, vous faites allusion à Ricky Amadougou? Non, en principe, Ricky Amadougou n'a plus besoin d'amnistie parce que vous avez le groupe de travail de l'ONU qui a rendu un avis et qui devrait amener le gouvernement à la libérer. Elle n'a plus besoin d'une loi d'amnistie. Sa détention reste arbitraire, étant donné qu'il y a un groupe de travail qui a rendu un avis que le gouvernement est appelé à respecter. Si le gouvernement ne respecte pas l'avis rendu par ce groupe de travail, la détention de Mme Rekia Madougou reste toujours arbitraire et les conséquences seront importantes pour le peuple béninois, étant donné que sa détention crée des préjudices pour elle et pour sa famille. Et au moment venu, le gouvernement sera appelé à réparer les préjudices qui ont été créés pour elle et pour sa famille. Mais quand on parle de cette loi d'amnistie, qui sont ceux qui sont concernés? Oui. Nous avons beaucoup de camarades. Les camarades qui ont été arrêtés en 2021 pendant les événements qui s'étaient déroulés pendant la période électorale. Oui. Certains ont été condamnés alors qu'ils demandaient à ce que les droits politiques soient respectés, leurs droits politiques soient respectés, les libertés publiques soient respectées. Et d'autres continuent d'être détenus sans jugement. Parmi eux, vous avez des centaines de camarades. D'autres ont été condamnés et parmi ceux-là, vous avez par exemple le professeur Haïvon qui a été condamné. Dans la réalité, le professeur Haïvon est un détenu politique. Quand on en parle, moi je vois certains qui disent non, il n'est pas un détenu politique. Mais chacun argumente selon sa sensibilité politique. Non, ce n'est pas une question de sensibilité. Ce n'est pas une question de sensibilité. C'est une question de droit. Une question de vérité. Si le professeur Haïvon ne s'était pas engagé dans la compétition politique, est-ce qu'il serait arrêté? Mais qu'en est-il alors des autres aussi? C'est la même chose. C'est la même chose selon vous. Donc ce sont des détenus politiques. Alors tout à l'heure vous étiez... Nous avons promis de faire une proposition de loi. Nous allons le faire. Il y a les exilés politiques. Parmi eux, certains ont été condamnés, d'autres non. Nous avons promis qu'une fois au Parlement, nous allons faire des propositions de loi.
Nous allons le faire. Nous avons promis de contrôler l'action gouvernementale. Nous allons le faire et ça a d'ailleurs déjà commencé à travers des questions qui ont été posées au gouvernement. Voilà autant de missions qui sont assignées à nos députés au Parlement. Nous avons une équipe au niveau du parti politique qui travaille avec eux et qui mène les réflexions avec eux et qui leur donne des orientations. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la conférence nationale des forces vives de février 1990. Cette semaine, il y a 33 ans qu'elle a eu lieu, cette conférence nationale. Elle a eu quand même à marquer la vie politique du pays et à poser beaucoup de bases sur le plan démocratique. En tant qu'acteur politique, en tant que vice-président du Parti politique Les Démocrates, qu'est-ce que cette semaine vous remémore? Voilà. Moi, je pense que à la conférence nationale, nous avions trouvé un pacte pour notre vivre ensemble. Et ce pacte a été traduit dans les faits par la Constitution du 11 décembre 1990, dans laquelle il y a beaucoup d'options qui ont été faites dans le domaine politique, économique, ainsi de suite. En principe, oui. Cette période doit être celle de réflexion pour le peuple béninois en ce qui concerne le bilan dans l'application des résolutions de la conférence issues de la conférence nationale. Ce qui est important, c'est grâce à la conférence nationale que la démocratie a été restaurée. C'est grâce à la conférence nationale que nous avions renoué avec les élections comme mode de dévolution du pouvoir. C'est grâce à la conférence nationale que nous avions décidé que désormais les droits de l'homme doivent être respectés ainsi que les libertés publiques dans notre pays. C'est grâce à la conférence nationale que nous sommes revenus sur le libéralisme économique. Maintenant, on va se poser la question de savoir que reste-t-il encore de cette conférence nationale. Dans tous les cas, les élections restent le mode de dévolution du pouvoir au Bénin. Mais attention, tel qu'elle se passe, on s'interroge, on peut s'interroger. Gambetta disait que avec les élections, point de révolution, parce qu'il est inutile de la tenter. Avec la manière dont les élections se passent aujourd'hui en Afrique en général et au Bénin en particulier, la révolution ne serait pas exclue. Donc vous souhaitez encore une révolution, c'est ça? Non, c'est pas que je souhaite. Vous appelez? Je dis que oui, allez-y. Avec la manière dont les élections se passent en Afrique en général, oui, et au Bénin en particulier, oui, les révolutions ne seraient pas exclues. Ok. Donc, il faut réfléchir pour améliorer le processus électoral de telle manière qu'il puisse être transparent. Les résultats puissent refléter la vérité sortie des urnes. Mais tel que ça se passe, où le droit à la preuve de l'opposition est violé, où les urnes sont bourrées, où on utilise les juridictions pour gagner une élection perdue dans les urnes, il n'est pas exclu que d'un jour à l'autre, ces genres de comportements suscitent une révolution. Et c'est ça qu'il faut éviter. Maintenant, on peut s'interroger aussi sur la jouissance des droits de l'homme, le respect des libertés publiques. Depuis quelques années, on constate que les libertés publiques ne sont pas respectées, les droits humains sont violés. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, nous avons les exilés politiques,
nous avons des détenus politiques. En démocratie, il ne doit pas avoir de détenus politiques, il ne doit pas avoir de détenus d'opinion, il ne doit pas avoir d'exilés politiques. Donc on ne les qualifie pas ainsi. Mais non. On dira vos amis d'en face. Non, je vous ai dit que c'est une question de droit. Oui, eux aussi parlent de question de droit. Non, non. Si vous allez parler de droit, oui, vous allez conclure qu'il y a des détenus politiques, qu'il y a des exilés politiques. Mais selon votre sensibilité, vous pouvez éviter ce thème-là. Mais quand on aborde les droits de l'homme, on constate aisément que il y a des détenus politiques et des exilés politiques. Toute chose qui n'est pas acceptable en démocratie. Maintenant, le libéralisme économique aussi, c'est diversement appliqué. Il doit être appliqué pour garantir le bonheur des populations. Il ne doit pas être appliqué de manière sauvage, tel qu'on le constate aujourd'hui. Et donc voilà autant de préoccupations qui méritent réflexion de nos jours en ce qui concerne ce qui reste de la conférence nationale. Alors très rapidement, je vais prendre votre avis sur quelques actualités cette semaine. Notamment le mercredi dernier, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a procédé à la nomination du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, une nomination qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, suscite beaucoup de commentaires au sein de l'opinion, parce que le nominé serait un Rwandais. Bon, moi j'ai lu ce relevé du Conseil des ministres, je l'ai constaté aussi, et j'ai lu beaucoup de commentaires sur la question. Moi, je pense que ce qui est à noter, c'est d'abord la mission de l'agence. C'est une agence qui collecte nos données à caractère personnel des Béninois. C'est une agence qui désormais doit élaborer la liste électorale. Et vous savez que les conflits électoraux naissent de la liste électorale. Je ne pense pas qu'il y ait dans un pays au monde où une structure qui gère les données à caractère personnel soit gérée par un étranger. Je ne pense pas. Je crois que c'est là où se trouve le problème. Ce sont des données sensibles qu'il ne faut pas confier à un étranger. Donc, un étranger peut être un consultant dans une structure pareille, un expert dans une structure pareille. Mais pas directeur général selon vous? Non, pas directeur général. Mais on a eu des expériences avec des locaux par le passé. Non, ce n'est pas... Vous savez, dans tous les pays, il y a les structures de souveraineté. Il y a des structures de souveraineté dont la gestion n'est pas confiée aux étrangers, dont la gestion est confiée aux nationaux, à cause de la sensibilité des informations que cette structure gère. Vous savez qu'avec vos données à caractère personnel, on peut vous rendre coupable de ce que vous n'avez pas fait. Vous avez ça? Comment? Ah, bien sûr. Avec vos données à caractère personnel, vous savez qu'on peut trafiquer votre compte bancaire, non? Vous savez ça, non? Donc, compte tenu de la sensibilité des informations que ces structures collectent, il faut éviter de confier sa gestion à un étranger. Même s'il y a une loi sur les collaborateurs extérieurs. Oui, les collaborateurs extérieurs, j'allais en venir. Même si ce n'est pas la première fois. Mais autant vous le dites ainsi, il y a quand même des craintes qui subsistent aussi. Si celui qui est directeur général, s'il est d'une formation politique ou s'il est du pays. Parce que certains estiment, par exemple, que lors de la LEI passée, il y aurait eu des récriminations contre le mandataire parce qu'il serait militant, mais parce qu'il soit militant de parti politique, et donc on doutait de son impartialité politique. Non, le problème que la liste électorale a posé, c'est différent.
Mais c'est la NIP qui génère. La solution c'est la NIP qui génère. Oui, la liste solution électorale. à ce problème n'est pas la nomination d'un étranger. La solution à ce problème n'est pas la nomination d'un étranger. Vous savez, la liste électorale doit être consensuelle. C'est le problème que ça posait. La liste électorale qui avait été élaborée n'était pas consensuelle. L'opposition n'était pas associée à l'élaboration. Si, il y avait la FCPE d'alors. Non, la liste, nous avions suivi la manière dont elle a été élaborée. Voilà. Ça, c'est au niveau de la Sénat. De la Sénat, voilà. Autant pour moi, oui. Donc, l'opposition n'a pas été associée. Même les partis politiques qui soutiennent la mouvance, certains n'ont pas été associés. Donc, il n'y a pas un consensus autour. C'est ce qu'on reprochait à la liste. Maintenant, la solution n'est pas la nomination d'un étranger. Ça, sur ce point. Maintenant, comme je viens de le dire, compte tenu de la sensibilité des données qui sont collectées, compte tenu de la mission de cette agence, moi, je pense que il faut éviter de nommer un étranger pour la gérer. Ce n'est pas les compétences en la matière qui manquent autant au Bénin, je ne pense pas. Si vous allez à l'INSEE, l'Institut national de la statistique, vous avez des compétences qui sont là-bas. Si vous allez à l'université, vous avez des compétences qui sont dans les universités du Bénin, dans ce domaine. Des gens intègres qu'on peut nommer à la tête de cette agence avec une obligation de résultat. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des universités. Le président Patrice Talon a installé la semaine dernière une délégation générale pour le contrôle et l'éthique dans l'enseignement supérieur. Quelle est votre appréciation d'abord sur cette délégation qui a été installée? Et est-ce que vous avez suivi les propos tenus par le chef de l'État au cours de cette installation-là? Oui, moi j'ai suivi les propos qu'il a tenus. En fait, il faut distinguer la nécessité d'une structure sur l'éthique des propos tenus par le chef de l'État. Il faut faire une distinction. Dans les grandes professions, il y a toujours une structure qui s'occupe des questions de déontologie et de l'éthique. La récrimination, les réactions, ce n'est pas la création de la structure. C'est plutôt la mission qui est en train d'être confiée à ces structures dont a parlé le chef de l'État. À savoir que les universitaires qui iraient au CAMES et qui seraient acceptés pour des grades donnés doivent être encore réévalués à l'interne par une autre structure. C'est là où le problème se pose, c'est là où se trouve la réaction. En fait, le CAMES est une structure supra-étatique. Vous avez au niveau du CAMES beaucoup d'États. Et le CAMES évalue les universitaires. Et les universitaires, pour accéder au grade, le Bénin a fait l'option de la seule voie du CAMES. Ailleurs, il y a 2 voies. Au Sénégal, il y a 2 voies. Au Cameroun, il y a 2 voies. Je pense au Mali, pareil. Mais au Bénin, c'est la seule voie pour accéder au grade. Donc, je pense que le travail qui se fait au niveau du CAMES n'est pas contesté par le gouvernement. Donc, si le gouvernement ne conteste pas le travail qui se fait au CAMES, pourquoi doit-il encore choisir de réévaluer les universitaires qui auraient accédé au grade au niveau du CAMES? Donc il reviendrait au gouvernement de dénoncer d'abord les thèmes du traité simplifié qui crée le CAMES. Le gouvernement va dénoncer les thèmes de ce traité et peut décider alors de sortir du CAMES et instituer sa propre voie d'évaluation
de ses enseignants à l'université. Mais si il fait l'option unique d'évaluation des enseignants, à savoir l'option du CAMES, il est tenu de respecter... Pour qu'il soit un expert dans sa discipline. Non, mais on est toujours expert dans sa discipline. Chaque universitaire qui accède à un grade donné au niveau du CAMES est expert mais dans sa discipline. En tant qu'enseignant à l'UAC, est-ce que vous ne sentez pas que le chef de l'État est soucieux du règlement d'un mal? Et quel est ce mal? Vous êtes enseignant, vous êtes du domaine. Non, il faut faire le diagnostic. Moi, j'ai réécouté son discours. Je ne vois pas le diagnostic qu'il fait. Je n'ai pas vu le diagnostic. Il dit que il ne s'agit pas seulement d'accéder au grade au CAMES. Il s'agit aussi de revenir et d'être réévalué. Est-ce qu'il n'y a pas des soupçons au niveau de l'acquisition de ces grades-là? S'il y a des soupçons au niveau de l'acquisition de ces grades, il faut identifier, écrire au CAMES, demander au CAMES de faire des investigations. Vous savez, au niveau du CAMES, il y a la possibilité de se plaindre si vous êtes candidat. Si vous faites des observations, vous pouvez vous plaindre au niveau du secrétariat du CAMES. Et ça s'est passé plusieurs fois. Le CAMES mène des enquêtes. Au niveau du CAMES même, vous avez, je pense, un comité d'éthique qui existe là. Et qui prend des sanctions. Qui prend des sanctions contre les universitaires. Et donc, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce qui reviendrait au gouvernement de faire, c'est d'abord de dénoncer les thèmes du traité, et instituer sa propre voie d'évaluation. Mais si le gouvernement doit faire l'option du CAMES, comme c'est le cas actuellement, il devra respecter les décisions qui seraient prises par le CAMES en ce qui concerne l'évaluation des enseignants du supérieur. Maintenant, décider encore de les réévaluer une fois qu'ils ont accédé au grade, cela reviendrait à violer les dispositions du traité qui crée le CAMES. Merci à vous, Nathaniel Kitty. Nous sommes à la fin de cet entretien. J'ai bien envie de vous poser encore quelques questions, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. C'est un rituel au cours de ce plateau. Vous allez regarder droit dans la caméra et vous adresser à ces militants du Parti politique des démocrates, à tous ces sympathisants qui ont bien voulu suivre cette émission parce qu'ils ont vu qu'il s'agissait de vous pour voir ce que vous avez à dire ce dimanche. Non, je voudrais d'abord les remercier pour la confiance qu'ils ont faite au parti pendant les élections législatives en votant pour nos candidats et les rassurer qu'ils ne seront pas déçus pendant le mandat très court de 3 ans de ces députés à l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas seuls, ils ont des hommes et des femmes de valeur qui les encadrent et qui travaillent avec eux au niveau du parti. Et donc, les engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale, ces engagements seront respectés pour que, à la fin du mandat, nous puissions présenter un bon bilan. Un bon bilan. Merci à vous, Nathaniel Kitty. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité à l'entame de cette émission a fait observer que le mandat actuel présente beaucoup d'enjeux politiques. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que, au sujet de l'engagement de fidélité qui a été signé par les 28 députés du Parti politique Les Démocrates, le non-respect est d'abord une sanction morale. Il l'a fait savoir et il a fait savoir, je cite, que nous sommes de l'opposition et non des adversaires de Patrice Talon. Nous aspirons à une alternance en 2026. Et non,
et non et non des ennemis, j'allais dire des ennemis, j'ai mal noté, de Patrice Talon. Nous aspirons à une alternance en 2026. Au cours de cet entretien, il a eu à narrer les faits liés qui ont conduit au boycott des travaux pour la constitution des commissions parlementaires. Il a eu à illustrer ses propos à travers des extraits du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et des décisions de la Cour constitutionnelle. Il a eu à évoquer au cours de cet entretien les objectifs assignés aux députés du Parti politique Les Démocrates, notamment le contrôle rigoureux de l'action gouvernementale, une proposition de loi au profit de ceux qu'il qualifie de détenus politiques et d'exilés politiques. 33 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, Nathaniel Kitty nous a dit ce qu'il retient de cette assise de grande envergure et également le constat qu'il fait aujourd'hui au Bénin. Il a eu à opiner sur la nomination du directeur général de l'ANIP qui défraie la chronique. Il a eu également, en sa qualité d'enseignant-chercheur en sciences politiques et en droit public, sur l'installation de la délégation pour le contrôle et l'éthique dans l'enseignement supérieur, les propos qui ont été tenus par le chef de l'État. L'invité a eu, j'allais dire, à décrypter ces 10 propos. J'espère que j'ai plus ou moins récapitulé vos propos. Merci à vous, Kitty, Nathaniel Kitty, j'y arrive enfin. Vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques et en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Vous étiez sur ce plateau en qualité de vice-président du parti politique Les Démocrates. Merci d'avoir été. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV et bonne journée dominicale à tout un chacun.